Bonjour sacré Nana et puis également les sacrés mecs qui m'écoutent pour ce nouvel épisode 2024 de mon podcast Sacré Nana dans lequel je vais parler d'accepter son impuissance dans l'aspect relationnel. Pas toujours simple, je me rends compte que ces derniers temps, beaucoup de personnes me disent que l'aspect relationnel est plutôt chahuté, pas forcément facile, ça secoue, pas uniquement dans les relations. Euh, et j'ai pour habitude de dire régulièrement et de plus en plus souvent que les relations sont des espaces de développement. Et que parfois, on a cette sensation de voir ou cette lucidité de voir ce dont l'autre aurait besoin pour avancer, sauf que l'autre ne nous a pas forcément demandé notre aide. Et nous, on n'a pas forcément pris l'habitude de la proposer avant d'arriver avec nos grands sabots pour aider l'autre personne. Et donc, c'est de ça dont je vais te parler. Je vais aborder toute une série de questions qu'on peut avoir en lien avec l'aspect relationnel et à quel moment aider ou pas. Comment poser ses choix et comment accepter son impuissance quand justement l'autre ne demande pas et ne veut pas d'aide. On se retrouve tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, dans cet épisode, je parle effectivement de liens. C'est une thématique que je vais, je pense, de plus en plus aborder parce que je vois le lien comme un espace de développement. Et plus il y a, on va dire, de l'affect dans un lien, au plus on risque de s'oublier, on risque d'oublier de se choisir. Et je dis très souvent que se choisir, c'est ça, s'aimer. Alors, j'enregistre cet épisode dans un moment particulier parce que j'ai commencé à l'enregistrer cet après-midi. Et 10 minutes après le début de l'enregistrement, j'ai vu un appel insistant de ma grande amie, Lo, euh, et qui insistait, et je sais que c'est pas son style. Et elle m'annonçait en fait le décès de son fils. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça maintenant. L'idée, c'est pas, certainement pas de plomber l'atmosphère, mais j'ai envie de rendre hommage pardon, à Thomas. Thomas avait 23 ans, 23, 24, et à sa maman, à travers ce qu'ils ont pu vivre et justement dans ce lien. Et j'ai trouvé absolument incroyable la synchronicité, parce que pour moi, c'en est une, en lien avec cette thématique, accepter son impuissance dans le lien, parce que c'est vraiment ce que sa maman a tenté de faire. Alors évidemment, je ne vais pas rester sur cet épisode-là, enfin sur en tout cas cette histoire-là, mais ça va me permettre de te donner des exemples sur des cas certes extrêmes, mais combien touchants sur comment on fait quand on voudrait vraiment aider l'autre, comment on fait quand on se sent effectivement impuissant et qu'il y a une part de nous qui voudrait garder le contrôle. C'est pas facile, et donc c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, comme je disais, le lien est un espace de développement et dans le lien, je pense qu'un des grands défis du lien, c'est de rester soi-même. Euh,
malgré les enjeux qu'on peut envisager. Et les enjeux, c'est très souvent les enjeux en lien avec le fait d'aimer, d'être aimé, d'être apprécié, d'être euh, à la hauteur de ce qu'on imagine que l'autre attend, dans notre peur d'être rejeté, dans notre peur d'être abandonné. Et la relation, parce que je pense qu'on peut plutôt parler de relation avant de parler de lien. La relation, effectivement, quand il y a quelque chose d'important dans la relation, elle nous fait vivre cette peur du rejet, cette peur de l'abandon ou cette peur que le lien soit coupé. Euh, et la relation, le lien, c'est quelque chose d'important parce que, mais d'une part, en tant qu'être humain, le côté relationnel est essentiel, même si une série d'entre nous, et je suis passée par là à une époque de mon développement, j'ai cru que j'étais mieux seule que accompagnée, que ce soit amicalement, alors moins amicalement parce que j'ai la chance d'avoir été entourée de belles amitiés, même si elles ont complètement changé au travers des années. Euh, Ça a été beaucoup plus pour moi un enjeu au niveau amoureux. Euh, c'est un enjeu également au niveau familial. On dit toujours, alors on dit qu'on ne choisit pas sa famille, peut-être qu'on a choisi avant de venir sur Terre. Moi, j'ai cette croyance-là, tu n'es pas obligé d'avoir la même que moi. Euh, mais oui, le lien, la relation, c'est ce qui te permet de te refléter dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme. Alors, le mauvais sens du terme, entendons-nous bien, j'ai régulièrement, je suis revenue sur un moment de l'échange que j'ai eu avec Isabelle, pas Isabelle, avec Margot Fried Filiosia pendant l'enregistrement du congrès sur la thématique de la sexualité des hypersensibles, ou un moment, je ne sais plus exactement quelle question je lui pose, mais je lui parle effectivement d'apprendre à s'aimer, alors pas à être seule, mais à revenir à soi. Et en fait, elle recadre et je trouve ça fabuleux. Je la remercie pour ça parce qu'elle revient en disant, mais comment est-ce que tu peux te définir? Comment est-ce que tu peux te construire sans l'autre? Et c'est tout à fait ça. Parce que si j'imagine, je me construis seule et ça a été mon cas. Je peux vraiment en parler aujourd'hui. C'est plus facile pour moi d'aborder ça. J'ai eu une époque de ma vie pas très lointaine où effectivement je bossais beaucoup. Donc j'étais dans le lien au quotidien. J'étais formatrice à l'époque en entreprise. Donc c'était chouette parce que j'ai échangé avec des gens, que j'ai un côté extraverti, que j'aimais beaucoup ça. Mais en fait, en même temps, il y avait rien de très profond. Et puis, bah, je rentrais chez moi et puis je vivais comme une ermite et ça m'a bien convenu pendant tout un temps. Et c'était un mécanisme de protection. J'ai partagé récemment que enfin, ma dernière relation amoureuse, enfin, en tout cas ma dernière relation de couple, euh, qui date déjà d'un certain temps, a été extrêmement dévastatrice pour moi. Et maintenant, tellement apprenante. Et si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette relation-là qui m'a permis de faire un travail sur moi et de me reconstruire. Et donc, grâce à ma résilience aussi, et qu'aujourd'hui, si je peux transmettre toute une série de choses, c'est aussi grâce à ce lien. Grâce alors, au travail que j'ai fait sur moi, en lien avec ce que ce lien est venu toucher chez moi. Donc, mon propos ici, je ne vais pas t'expliquer toute ma relation de l'époque, mais de, de mettre en avant cet espace comme étant un espace de développement. Et cet espace de développement ne peut être constructif que s'il t'apprend et parfois ça peut être intéressant d'être accompagné là-dessus, il t'apprend à revenir à toi et à te choisir. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler parce que quand on est face à quelqu'un dont on voit, et quand et dans notre communauté, ça peut se passer assez souvent, mais dont on voit que la personne est en train de déconner, ne va pas bien, devrait, ce qu'on pense, faire plutôt autre chose. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai cette capacité très fine de voir tout de suite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la vie de quelqu'un. Pas pour rien que que je suis coach. Je peux, à la vitesse de l'éclair et comme un laser, identifier tac, 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 voilà ce qu'il y a. Sauf que la personne en face de moi, surtout si c'est quelqu'un de proche, elle n'a pas forcément envie que je lui dise ça. Elle n'est pas forcément demandeuse. Et je prends un exemple avec mon ex-compagnon.
Je me souviens, dans une de ces problématiques professionnelles, ben, mon côté laser avait identifié un, 2, 3. A, B, C, si tu préfères. Et je savais quelle était la problématique. J'avais identifié ses croyances limitantes, ce dont il avait besoin, ce qu'il fallait qu'il change. C'était clair. Et donc, en fait, moi, à l'époque, là où j'étais, n'étais pas encore formée au coaching, juste au début. Et quand bien même, bah voilà, tu fais ça, ça et ça va aller. Et en fait, je mettais beaucoup d'énergie pour l'aider, comme je pensais. J'avais envie de l'aider. Sauf que lui, il n'avait rien demandé et qu'en plus, c'était pour cet homme-là, à cette époque-là, pas acceptable et entendable que sa compagne lui dise ce qu'il avait à faire. Pour toute une série de raisons, ça faisait partie de la dynamique de notre relation à l'époque. Voilà. Et alors, la question qui se pose ici, c'est est-ce que j'étais en train de l'aider ou pas? D'autant que l'histoire n'est pas finie. À un moment donné, je ne sais plus si c'est moi qui lui dis ou quoi, mais peu importe, il va avoir une coach, entre autres une connaissance, et il revient, ah, mais tu sais ce que la coach m'a dit? Et en fait, exactement ce que je lui avais dit 2 ou 3 ou 4 mois plus tôt, peu importe. Et là, j'ai pesté, sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte combien, pour pouvoir accueillir les conseils, les questionnements, les invitations des personnes en face de nous, il y a le besoin d'être capable de les entendre, de les accepter, et très souvent qu'il doit y avoir une demande. Et donc, ça me ramène à la question, mais c'est quoi aider? Euh, alors, dans ma vision des choses aujourd'hui, on ne peut pas aider quelqu'un si la personne n'a pas demandé cet être, ou en tout cas n'a pas validé. Si je lui dis, voilà, moi je vois ce qui se passe pour toi, est-ce que tu as besoin d'aide? Si la personne te dit oui, alors à ce moment-là, effectivement, tu peux, ça fait sens que tu puisses renvoyer à la personne ce qui te vient. Ça ne te donne par contre aucun pouvoir sur la personne et ça, c'est pas toujours évident. Moi, je me suis rendu compte que parfois, j'ai pu être dans ma toute puissance et ça peut encore m'arriver. C'est juste que ça a bien plus vite à la conscience aujourd'hui, dans ma toute puissance, en me disant, mais voilà, tu fais ça, tac, tac, machin, etc. Mais l'autre ne m'a pas demandé cette histoire-là. Donc, c'est important quand on aide l'autre, d'une part, de vérifier qu'il y a une demande d'aide, ou en tout cas une validation de l'aide que l'on va apporter, et au fur et à mesure de l'échange avec la personne et dans la façon de lui apporter de l'aide, de toujours valider si c'est OK pour elle. Et pas lui donner tout le kit, bah voilà, tu fais ça, 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 etc. Entre autres parce que quand on fait ça, on ne rend pas l'autre autonome. Il y a des tas de façons d'aider. On peut aider en questionnant pour que l'autre puisse faire ses prises de conscience. C'est ce que moi, je préfère faire aujourd'hui. On peut l'aider en pointant, en montrant certaines choses pour que la personne soit prête à l'entendre. Et encore, la façon dont on le fait, un peu plus avec l'ouverture du cœur, peut peut-être euh, peut faire une grande différence. Euh, je te donne un exemple. Récemment, bah, c'est tout récent puisque le 1er janvier, j'ai 2 amis à la maison. Et il y en a une qui me dit, tiens, est-ce que tu as reçu un message du Nouvel An d'une personne dont je suis très proche? Et, et je lui dis, oui, oui, je savais que je recevrais un message et je l'ai effectivement reçu. Hein, et est-ce que cette personne t'a répondu sur telle ou telle chose? Je dis, non, pas encore, mais je sais que ça va venir. Et l'autre ami me sort, euh, cette personne ne t'a pas répondu? Et comment tu te sens? C'est quoi, quelle émotion qui vient avec ça? Et en fait, moi, j'ai pété un câble parce que je sais ce que je vis dans cette relation. Euh, j'ai pas besoin qu'on vienne. Alors ici, je ne l'ai pas pris comme une demande d'aide, mais comme la sensation que j'ai eue, c'était comme si c'était une prise de pouvoir sur moi. Euh, et comme si quelqu'un qui me disait, il faut que tu bosses sur toi pour voir ce que ça te fait. Mais alors, ça, je peux te dire que je sais ce que ça me fait. Je n'ai pas besoin qu'on en rajoute, et encore moins devant une autre amie, en l'occurrence, qui peut tout à fait entendre et avec qui j'échange régulièrement.
Donc, il n'y avait pas de demande d'aide de mon côté. J'ai été touchée quand cette première amie m'a posé la question parce que je l'ai pris comme un besoin en tout cas une intention de prendre soin de moi, de vérifier que j'étais OK, mais ça suffisait. Et puis l'autre réaction, j'ai trouvé ça très, très intrusif. D'ailleurs, en plus, et ça, c'est le risque quand je suis fatiguée, j'ai pété un câble, et aussi simple que ça. Et oh, les filles, alors que voilà, c'était une personne en particulier, je n'ai pas besoin de me faire psychanalyser sur le sujet. Euh, voilà. Donc, exemple perso, comme tu sais que j'ai l'habitude d'en donner, mais pour te montrer combien ça peut parfois, avec toute la bonne volonté du monde, je ne suis pas en train de remettre en question que cet ami était de bonne volonté, de bonne composition, mais je n'avais pas demandé qu'on vienne sonder ce que je vivais. D'autant plus que je n'avais pas dit que j'allais pas mal. Donc, voilà. Euh, et donc, je t'invite dans un premier temps, une première clé pour moi, c'est quand tu as l'intention d'aider l'autre, euh, parce que tu vois que l'autre a besoin de quelque chose, euh, comment tu commences par questionner l'autre sur son besoin d'aide. Et si la personne te dit non, non, et même si tu penses qu'elle a besoin d'aide, c'est plus ton problème. Alors, entendons-nous bien, je parle dans une relation adulte à adulte. On pourrait faire tout un sujet sur les enfants, mais je pense quand même que si on veut développer l'autonomie de nos enfants, c'est aussi respecter qu'à un moment donné, ils veulent se débrouiller tout seuls. Je mets juste ici, évidemment, parce que tu risques de te poser la question, mais de mettre la conscience sur la personne peut-être être en danger et voilà, jusqu'où je choisis d'outrepasser ça quand je vois que la personne est en danger. Dans les accompagnements, ça a posé régulièrement question. Je me suis régulièrement fait superviser sur ça. À quel moment une personne est-elle en danger, jusqu'où je vais, même si ça n'a pas été une demande de la part de la personne. Ça m'est arrivé deux, trois fois sur ma carrière de maintenant 19 ans. Non, allez, 18. Oui, c'est ça, 18 ans d'accompagnement, de, de questionner ça. Parce que voilà, j'étais pas certaine de voir où était la limite. Okay. Euh, voilà. Je te donne un exemple aussi dans ce que j'ai pu vivre récemment. Euh, j'ai une de mes amies qui souffrait de problèmes d'alcoolisme et à plusieurs reprises, euh, nos amis et moi avons questionné cette personne et proposé notre aide et qu'elle a refusé. Je, bon, alors, on a mis en mesure différentes places, etc., mais différentes choses, pardon, mais à un moment, personne qui ne décide pas de se prendre en charge, de prendre en charge sa maladie, que ce soit celle-là ou une autre, euh, c'est compliqué de l'aider. C'est voire même impossible. Et c'est méga frustrant. Et ça nous connecte vraiment à notre impuissance. Euh, je donne encore un autre exemple. Alors, ce sont des exemples qui sont peut-être extrêmes, mais justement, c'est ça qui peut aussi être intéressant. Notre groupe d'amis, une amie qui fait une dépression, et on échange dans le groupe WhatsApp en se demandant comment on peut l'aider. Et une de nos amies communes me questionne moi, puisque je suis celle qui est dans le soin de la personne, ce qui n'est pas le cas de la majorité de ce groupe-là. Et en fait, quand tu es en dépression, tu ne peux pas forcer la personne tu ne peux pas lui dire, allez, remue-toi, c'est pas le but, tu as juste besoin de pouvoir revenir à toi et de prendre un temps de pause. Et c'est important. Et donc, moi, ce que j'ai questionné à ce moment-là, c'est par qu'il était entouré, quelles étaient les personnes ressources, de quoi ces personnes ressources avaient besoin, est-ce qu'elles étaient demandeuses d'aide. Euh, et une de nos amies a proposé à un moment donné m'a demandé, mais tiens, est-ce que tu as un autre psychiatre à proposer? Et moi, ma question, ça a été, mais pourquoi est-ce que celui-ci ne fait pas bien son job ou est-ce qu'il y a une demande? Jamais eu la réponse, mais je pense que la réponse était non. Donc, mais qui sommes-nous pour imposer un deuxième avis, un ceci, cela?
pour être sûr, pour avoir le contrôle d'une situation. Et je sais que pour certaines personnes qui m'écoutaient, vous devez trouver ça relativement dur, euh, qu'on voudrait avoir le contrôle, qu'on voudrait faire absolument bien. Et je peux t'expliquer 36 000 choses qui se sont passées dans ma vie récemment où j'ai eu besoin de lâcher. Est-ce que j'ai besoin, en cas de maladie, de voir 50 spécialistes? Est-ce que la personne a besoin de ça? Est-ce que ça me donne l'impression que j'ai le contrôle d'une situation et je ne l'ai absolument pas? Et dans la relation, c'est la même chose. Euh, le risque étant, y compris dans des relations quotidiennes, hein, quand tu vois que ton enfant est en train de galérer pour faire son lacet, attends, je vais t'aider. Non, je veux pas. C'est en plus un gosse au potentiel en face de toi. Alors, sûrement qu'il veut faire tout seul comme un grand. Euh, il veut qu'on lui fasse confiance. Si ton enfant te dit non, je ne veux pas d'aide et qu'il n'arrive pas à faire son lacet, laisse-le. Laisse-le aller chercher ses ressources. Peut-être qu'il va réussir à faire son lacet dans 2 heures, mais au moins il aura fait son truc tout seul si c'est important pour lui. Dis-lui juste, OK, tu sais que je suis là si tu as besoin d'aide pour ton lacet ou pour monter une tour ou faire son lit ou que sais-je. Alors, faire son lit, peut-être qu'il va te dire oui pour l'aide, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi, y compris à un moment donné de revenir vers toi et te dire bah, maman ou papa, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu veux bien m'aider? Oui, c'est OK. Sans lui dire, bah, je savais dire qu'elle n'allait pas y arriver. Moi, j'ai entendu ça 50 000 fois quand j'étais gamine. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de tester, d'expérimenter, de trouver par moi-même. Et quand j'y arrivais pas, bah, j'allais me demander. Mais si chaque fois on me disait, tu vois, je te l'avais dit, c'était douloureux. Donc voilà, hein, c'est c'est une co-responsabilité. Tu offres, puis l'autre il prend pas. Il apprend également, enfant, ado, adulte, voilà. Euh, donc, euh, oui, parfois on se sent impuissant. Alors, j'ai juste envie de redonner l'exemple du triangle dramatique. Hein, triangle dramatique de Cartman consiste à dire que quand on se positionne, alors souvent ça commence comme ça, en sauveur, alors sauveur ou sauveteur, c'est celui qui aide sans valider avec l'autre qui a une demande d'aide. Et donc, je vais venir m'imposer auprès de l'autre et lui donner des conseils ou mettre en place une stratégie. Et moi, l'exemple qui m'a le plus marqué en ce qui me concerne, c'est d'ailleurs celui que je prends dans mon livre, et tout à l'heure tu être soit autrement, c'est quand mon beau-fils a raté ses examens, je ne sais plus quelle année, j'ai mis en route toute l'artillerie, coach, il y avait des sessions de, je ne sais même plus comment on appelle ça, pour qu'il puisse se reconnecter, parce qu'il est concerné par le TDAH, et on avait fait un planning, enfin bref, toute l'artillerie. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, il m'a pas dit non, ok. Je ne suis pas sûre que j'ai laissé la place pour un nom, d'ailleurs, dans ce truc-là. J'étais tellement convaincue qu'il pouvait réussir et je croyais en son potentiel. Je n'ai même pas pensé à lui demander si les études qu'il faisait lui correspondaient bien. C'est quand même intéressant pour une coach. Hein. Mais voilà, donc sauveteur. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'étudiait pas. Et puis, la veille de ses examens, il est sorti parce que, après, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il avait besoin de décompresser. Euh, et donc, il a raté ses examens et moi, je me suis mise dans une colère noire en l'accusant. Et donc là, je suis passée dans le mode, dans le triangle dramatique. Le mode suivant, c'est le persécuteur. Persécuteur en lui disant, et moi, ça m'a coûté autant, mais c'est moi qui avais choisi de payer les séances de coaching. J'ai stressé, et c'est moi qui avais décidé de stresser. Il ne m'avait pas demandé d'investir là-dedans. Hein. C'est moi qui lui ai quelque part imposé. Il m'a fallu du recul pour ça. Même si l'intention était bonne. Évidemment que je voulais qu'il réussisse. Évidemment que mon intention était bonne à la base. C'est juste que je n'ai pas validé toute une série de choses et je ne lui ai pas permis de prendre sa responsabilité. Okay, parce que ça m'a. Alors, c'était pas pour ça, mais quelque part, j'étais dans ma toute puissance en me disant, OK, on va l'aider, machin, etc. Et donc, j'étais dans mon mode persécuteur et lui, il n'a pas été content. C'est un bon rebelle et il avait raison. Il m'a envoyé bouler. En me disant, mais moi, Nat, je n'ai rien demandé. A été sur mon dos pendant tout l'été. En fait, ça m'ennuie ces études. C'est plus ça que j'ai envie de faire. C'est bien de me le dire. Moi, je lui ai dit, mais tu n'aurais pas pu me le dire avant. Et il m'a dit, mais il n'y avait même pas de place pour me le dire. J'ai pas osé. Euh, oui,
pour me le dire, ou pour te le dire, pardon. Et donc, en plus, lui frustré d'avoir raté, de ne pas être dans la bonne branche et de cet échange avec moi, ben, il m'est rentré dedans, il s'est plaint près de son père. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, ben, j'ai joué la victime auprès de son père en me disant, mais tu te rends compte, ça m'a coûté autant, et puis aucune reconnaissance, patati. Enfin bref, ça, c'était l'épisode de ma vie dont je me rappelle, en soi pas bien grave. Il a appris en échouant sur cette année-là, ça lui a permis de repartir sur d'autres bases, enfin, ça lui appartient. Et son papa, à un moment donné, m'a dit, mais je pense que tu n'avais rien demandé, quoi. Tu viens pas pleurer auprès de moi, je comprends ta déception, mais quelque part, si tu lui avais posé la simple question, est-ce que tu veux mon aide, et tu t'aurais peut-être dit non, et ben, on n'en serait pas là, tu aurais économisé du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, quand même assez intéressant. Donc ça, c'est le triangle dramatique. Et donc, je t'invite vraiment à te poser la question quand tu aides quelqu'un, quand tu penses que tu vas pouvoir apporter quelque chose. Parce que dans les échanges que j'ai sur mon canal Telegram, d'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre, tu peux chercher un canal ouvert, Nathalie Elstein, Sacré Nana. Il y a quelqu'un qui partageait récemment, d'où l'idée d'ailleurs de ce podcast et des échanges que j'ai eus là-dessus, que c'était difficile pour elle euh, de voir que certaines personnes n'acceptaient pas son aide. Bah oui, mais si elle n'accepte pas, elle n'accepte pas. C'est pas notre rôle d'aider quand il n'y a pas de demande. Hein. Donc je réinsiste là-dessus. Hein. Donc tu vois, qu'est-ce que l'autre veut? Euh, et ça nous connecte effectivement à notre sentiment d'impuissance. Je reprends l'exemple que je donnais avec cet ami qui a fait une dépression. Euh, L'autre ami qui a voulu prendre en charge et l'aider, etc. Je suis certaine que c'était une belle intention. Évidemment qu'elle avait envie de l'aider. Mais elle est partie dans quelque chose qui, pour moi, est de la toute-puissance. Et bien entendu, c'est pas ça qu'elle veut. Et c'est pas ça que nous voulons. Et c'est pas ça que nous conscientisons. Mais quand même, à l'inverse, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que ça nous connecte à notre sentiment d'impuissance. Impuissant. On a déjà parfois du mal à nous sauver nous-mêmes, à nous aider nous-mêmes. Alors l'autre, c'est pas notre rôle. Ça n'est pas notre rôle si ça ne nous est pas demandé. Et en tant qu'accompagnante, je suis très vigilante à ça. Parce que j'ai parfois eu en face de moi des gens où je me disais, mais ils s'enfoncent, ou il faudrait idéalement qu'ils fassent telle ou telle chose. Et quelque part, je connais la solution. C'est juste que mon job, c'est de leur faire prendre conscience de leurs ressources, de leur blocage et comment les dépasser. Pas de leur donner la recette et une petite cuillère dans la bouche. Ça ne fonctionne pas en tant qu'accompagnante non plus. Donc, donc voilà. Alors, notre impuissance, c'est aussi mon constat, euh, quelque chose qui nous ramène à nous. Quand on est dans notre impuissance, ou plutôt quand on est dans l'aide à l'autre et dans ce sentiment de puissance, etc., ça nous empêche de nous reconnecter à nous. Et donc, quand quelqu'un nous dit non dans la demande d'aide ou bien appuyer sur certains boutons dans la relation, etc., ça nous connecte à nous, à notre impuissance, à notre propre douleur. Et c'est ça qui parfois peut être compliqué. Euh, donc, donc, voilà, j'avais envie de dire, et ici, je rends un hommage à Thomas, dont j'ai parlé au début de cet épisode, et puis à sa maman aussi, parce que le point commun entre Thomas et mon frère, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai perdu mon frère il y a un petit peu plus d'un an. Ma relation avec mon frère n'était pas simple, en l'occurrence parce que mon frère était bipolaire et schizophrène, et Thomas était probablement concerné par quelque chose de cet ordre-là. Et Dieu sait que c'est compliqué d'avoir un lien sain avec des personnes qui portent ça euh, et qui n'ont pas choisi d'être là-dedans euh, et avec qui on ne peut pas nécessairement raisonner. Et on a beaucoup parlé, puisque effectivement on a ça en commun, de vivre avec un proche ou d'avoir vécu avec un proche quelque chose de difficile et de nous connecter à notre impuissance. Donc, cette amie, la maman de Thomas et moi, on a ça en commun. Elle avec son fils, moi avec mon frère. Et
Ça demande vraiment de revenir à soi, de s'accueillir et de se choisir, parce qu'à un moment donné, ça peut être épuisant. Et mon propos ici, alors évidemment, ça, on est dans des cas extrêmes. Tout le monde n'est pas porteur d'un trouble, et heureusement, ouais, et toutes nos relations ne sont pas de ce style-là. Mais à un moment ou à un autre, il arrive un moment où on se sent impuissant dans une relation, impuissant à faire changer l'autre, impuissant à montrer à l'autre combien il est aimable et qu'il croit que l'autre pense il ou elle ne l'est pas, impuissant à lui transmettre tout notre amour que l'autre ne veut peut-être pas prendre. Encore faut-il être bien au clair avec le fait que c'est quoi donner de l'amour. Parfois, on a l'impression que c'est faire. Moi, pour moi, c'est pas ça. C'est j'ouvre le cœur et j'accueille la personne telle qu'elle est. Après, elle prend pas ce qu'on peut donner. Par contre, je pense que le rayonnement arrive toujours au cœur de l'autre quand ton cœur est ouvert. Et parfois, il suffit de ça. Euh, une de nos ambassadrices qui est modératrice, qui a été modératrice dans le groupe Facebook au moment du congrès, Caroline Desquet, en a parlé. Elle en parle dans un des épisodes du podcast, je pense, ou en tout cas dans une de mes interviews, où à un moment donné, elle parle de sa souffrance de maman, de ne pas pouvoir aider son fils qui lui-même est en souffrance, et elle le fait en plein direct, en questionnement, en question-réponse avec Rémi Tremblay, qui est intervenu, je pense, il y a 3 ans, dans le 5e ou le 6e congrès, je ne sais plus, 6e. Euh, et Rémi lui répond, rien, rien. Et pour elle, ça a été divinement transformateur et elle en parle régulièrement. C'est pour ça que je me permets de t'en parler. Et donc, je pense que c'est ça qui est important aussi dans le lien, de prendre conscience de ça. Euh, et que ça ne nous remet pas en question. Euh, et ça peut être exacerbé aussi par notre sentiment de décalage, hein, qui fait on a l'impression qu'on n'est jamais adéquat dans le lien. Mais si, c'est pas à toi à porter. Ton job, c'est d'apprendre à te choisir. Je le répète souvent et je vais encore le répéter. Ton job, c'est d'apprendre à te choisir. Et quand tu te choisis, tu ouvres le cœur sur toi. Et si tu veux rayonner quelque chose sur l'autre, ça va commencer par ouvrir le cœur sur toi. C'est d'honorer tes besoins, qui tu es, et de t'écouter. Et à un moment donné, de dire stop et de ne pas porter pour l'autre. Et je sais que les femmes, encore plus que les hommes, et il y a certains hommes qui le font aussi, bien entendu, hein, je pense que tous les hommes le font, et toutes les femmes le font, ça dépend à quel degré. Euh, mais parfois, on est quand même assez fort pour vouloir prendre en charge, pour vouloir aider. Et c'est jamais un bon plan. S'aider soi-même, c'est déjà tellement compliqué parfois, mais voilà. Euh, et une fois de plus, c'est pas pour rien, hein, que je dis que la relation est un espace de développement. Ce qui est important pour revenir à quelque chose de sain et pour revenir en tout cas, pour prendre du recul par rapport à notre impuissance et revenir peut-être à notre puissance. Notre puissance, ça n'est pas faire ou porter. Notre puissance, c'est de mettre de la conscience chaque, de chaque côté, chacun dans la relation. Ça, pour moi, c'est super puissant. Et alors, j'ai envie de parler de sacré couple. Alors, couple au sens euh, général, hein, pas forcément un couple amoureux, mais dans la relation, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que chacun puisse mettre du sacré, pour moi, donc de la conscience. Et si je reviens au modèle Saint-Grain que tu connais peut-être, en tout cas qui est le modèle de base, mon modèle source, l'approche du développement du potentiel humaniste, eh bien, tu as les deux premières graines qui, pour moi, sont essentielles. C'est la graine de connaissance qui consiste à bien se connaître. Alors, tu peux bien te connaître avec une série euh, de choses comme les thèses de personnalité, tes valeurs, etc. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est quand tu cultives cette graine, c'est d'aller au fond de toi et de te connaître dans tes zones d'ombre et de lumière et d'être vraiment conscient de qui tu es, y compris dans tes contradictions, euh, y compris dans ce qui te fait réagir, y compris dans ce qui fait que tu as envie d'aider, y compris dans, tiens, là, je me sens impuissant. Ça, c'est super, super important. Et en parallèle, et la frontière est très mince,
La graine de sagesse qui consiste non pas à être la petite fille ou le petit garçon sage qui fait bien comme il faut, mais qui au contraire va vivre les expériences de la vie pour progresser. Et ça se fait en observant. Donc, c'est assez proche de la graine de connaissance cultivée, mais en observant ce qui se passe, en observant quand tu changes quelque chose dans tes comportements ou dans les relations, ou quand tu ressens l'énergie, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi, et puis surtout en ressentant. Je parle de plus en plus d'aller dans le ventre, parce que ça, c'est moi, c'est ma boussole, elle est dans mon ventre. C'est ce qui me permet de dire oui ou non, ou je ne sais pas. Oui, ça c'est juste pour moi. Oui, ça c'est juste dans la relation. C'est comme ça que je le sens. Donc j'y vais. Non, ça c'est pas juste. Donc stop. Et je sais pas, je postpose. Ça, c'est vraiment très, très clair en ce qui me concerne. Et les ressentis, alors une fois de plus, moi, c'est le ventre. Je donne toujours l'exemple de ma maison. Quand je suis arrivée dans cette maison, je savais que c'était la bonne. Et j'en ai pas visité d'autres. Je savais que c'était la bonne. C'est mon ventre. Il a dit, donc, c'est pas un coup de foudre. C'est pas, non, oui, tu as un coup de cœur. Non, non, c'est mon ventre m'a dit oui. Ah, j'étais chez moi. Je l'ai senti parce que Sacré Nana, c'est ça aussi. Hein, c'est toute la partie féminine, c'est tout ce pôle-là qui apprend à développer cet aspect, à écouter, à connecter au corps. Et si tu n'es pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Tu peux y arriver une étape à la fois. Ne fût-ce qu'en ressentant ton énergie, je suis fatiguée, je suis en forme, je suis pas en forme, c'est déjà un début hein, pour te reconnecter au corps. Euh, mais bien sûr, l'énergie dans une relation va te montrer aussi que tu es au bon endroit. Ça n'est pas normal d'être fatigué, sauf si tu as refait le monde avec la personne jusqu'à 4 heures du matin, évidemment. Ça, c'est normal que je sois fatiguée. Et encore, peut-être qu'en même temps, il y a la fatigue physique, mais qu'il y a quand même de l'énergie. Donc, c'est à toi à ressentir ça. Et donc, cette graine de sagesse, c'est ça. Et elle te montre euh, combien tu vibres ou pas. Tu as de l'énergie qui circule ou pas. Est-ce qu'il y a de la vie ou au contraire, est-ce que tu te sens complètement plombé? Ça te donne des indicateurs. Euh, et quand une situation, un endroit, un travail, une relation, ici on est dans la, je parle de relation, te plombe régulièrement, pose-toi quand même la question pourquoi tu y restes. Euh, et qu'est-ce qui fait que c'est plombant comme ça? Et la réponse n'est pas parce que tu ne fais pas quelque chose d'adéquat vis-à-vis de l'autre. La première question à se poser, c'est en quoi tu te choisis ou pas, en quoi tu te respectes ou pas. Récemment, je me suis posé la question dans une relation qui... J'ai plein d'indicateurs qui me montrent que ça n'est plus une relation adéquate pour moi. Je trouve qu'il y a même presque de... Alors la violence, c'est un grand mot, mais en tout cas, pour moi, je sens beaucoup d'envahissement, de la non-écoute, des choses qui me sont imposées, du jugement. Euh, et la question que je me suis posée, mais pourquoi je suis encore dans cette relation-là? Et peut-être même avant, qu'est-ce qui fait que j'accepte ça sans le nommer? Voilà, ma graine de courage n'est pas encore très activée là-dessus, voire pas du tout. Bon, ça m'appartient. Je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode de podcast là-dessus pour t'expliquer. J'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas encore tout à fait identifié. Je ne sais pas très bien quel est l'enjeu, d'autant plus que ce n'est pas un vrai problème si je coupe cette relation. Ça ne va pas m'empêcher de vivre, il me semble. Mais manifestement, il y a quand même quelque chose qui est pas encore arrivé à ma conscience à ce niveau-là. Et c'est la vie, c'est OK. Tu es là pour apprendre. Et peut-être quelque chose qui est trop compliqué à voir pour moi. Et peut-être que quand je vais m'en rendre compte, je vais dire, hey, c'est ça, ah, génial, j'ai compris. Et ça va me permettre de me choisir de plus en plus et de ne pas, de ne pas glisser dans des relations qui ne me conviennent plus. D'autant que, moi, pour le moment, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très transformateur qui se passe en moi. Euh, Vraiment très, très fort. C'est même très compliqué. Enfin, c'est presque impossible à expliquer. Euh, c'est sûr que j'ai des personnes qui travaillent en énergétique ou des amis qui sont là-dedans, ils disent waouh, et qui voient la différence. Et voilà, c'est comme ça, c'est mon chemin. Euh, et donc, ça veut dire que mes relations changent aussi. Alors moi, je suis une grande fidèle. J'ai du mal à lâcher le lien. Ça aussi, c'est ma graine de connaissance, c'est très consciente de ça. C'est le lien pour moi à lâcher. Je suis d'une fidélité absolument incroyable,
Et donc, lâcher un lien ou me détacher d'un lien, c'est compliqué pour moi, même si il ne me convient plus. Et donc, mon job aujourd'hui, c'est aussi moi de me choisir et d'identifier en quoi je me choisis dans une relation. Et c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est à un moment donné, si de toute façon il y a des tensions dans une relation, c'est ni top ni pour un ni pour l'autre. Donc, si la relation est suffisamment importante pour moi, jusqu'où je vais décider de mettre de la conscience là-dessus et de nommer les choses avec ma graine de courage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut être un bel espace de développement. Euh, et je pense que j'en profite, assez intéressant d'arrêter d'idéaliser aussi ces relations qui sont parfaites et où tout va bien dans le meilleur des mondes pendant un nombre d'années incroyable. Alors, croire à ça, pour moi, c'est la meilleure manière de ne pas faire fonctionner une relation. Parce qu'à un moment donné, et j'ai été là-dedans pendant des années dans mes couples, euh, d'autant plus que je me suis méga suradaptée. Je ne me suis pas choisie, je ne savais pas comment faire, c'est pas plus compliqué. Mes besoins, parce que c'était, je ne savais pas que j'étais concernée par le haut potentiel, que j'avais besoin de solitude. Et aujourd'hui, je sais très bien que si je devais pardon, revivre un couple, enfin, je ne devais pas, si le jour où je revivrais un couple, pas devoir, c'est moche hein, de dire ça comme ça, mais le jour où je revis dans une relation de couple, je sais que j'ai besoin d'écouter mon besoin de solitude. Essentiel pour moi, sinon je ne vais pas tenir. Euh, et je sais que ça sera nommé, alors que je sois dans un couple, en vacances avec des amis ou peu importe, hein, mais voilà. Donc, j'arrive tout doucement au bout de cet épisode. Je pense que c'est important de, d'apprendre à identifier ce qui nous convient, ce dont chacun a besoin dans la relation, et aussi d'apprendre à se détacher de certaines relations qui sont plus porteuses d'abord pour toi et qui risquent de ne plus l'être pour l'autre. Ma conviction, c'est que ça ne l'est pas sainement si ça ne l'est pas pour les deux. Sinon, il y en a un qui se nourrit de l'énergie de l'autre et ça, pour moi, c'est toxique. Et ce qui est toxique, c'est de rester dedans. Parce que ça nous arrive à tous. C'est juste mettre de la conscience là-dessus qui est important. OK? Euh, je te donne cette image que je reprends dans mon livre, dans mon livre Émotif talentueux, être soi autrement, mon premier livre, puisque je suis en train d'écrire le deuxième, qui sortira probablement fin 2024. Euh, dans ce livre, je parle à un moment donné de relations sur différents paliers. Alors, je prends l'exemple de la montagne en disant que ben voilà, quand tu montes, tu escalades une montagne, il y a des paliers hein, à la fois. Euh, et que ce qui me semble important, c'est qu'on soit sur le même palier ou qu'il y ait un seul palier d'écart, parce que s'il y en a enfin d'écart. Donc si tu es sur le troisième et que la personne est sur le quatrième, ou bien toi le quatrième et la troisième, il va y avoir moyen de rester connecté. Mais que s'il y a un écart, donc par exemple tu es sur le deuxième, la personne sur le quatrième, ou toi quatrième et elle sur le deuxième, peu importe. Hein, c'est pas la hauteur des étages et des paliers qui est importante ici, c'est juste l'illustration. Donc, quand il y a un palier entre les deux, bah, tu n'as plus moyen de rejoindre l'autre et lui donner la main. Et ce que j'ai constaté dans mes relations, c'est qu'à un moment donné, à travers mes prises de conscience, mon évolution, etc., ben, je dois lâcher certaines personnes parce que elles sont pas sur le même chemin de conscience à ce moment-là que moi. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, arrivent sur le même palier ou le palier juste en dessous et que de nouveau, on peut reconnecter. Ou, euh, je pense à Thierry Janssen, avec qui j'ai suivi le parcours d'éveil de chemin d'éveil en tout cas, à l'école de la posture juste. Il y a quelques années, j'avais été voir une conférence de Thierry et je ne comprenais absolument rien de ce qu'il racontait parce qu'il était parti dans ces trucs et moi, je captais rien du tout. J'étais pas là. Voilà. Et c'est OK. Et à un moment, on s'est rejoints et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire son école. Et aujourd'hui, voilà, je capte, enfin, tout à fait, je ne sais pas si c'est tout à fait, mais je me sens dans cette énergie, je ne sens plus du tout ce palier d'écart qui fait qu'on ne peut pas se comprendre. Très généralement, quand tu es sur le palier entre guillemets du dessus, ça n'a rien de hiérarchique, hein, tu peux transmettre à la personne qui est en dessous, et donc en dessous, tu reçois de la personne qui est sur le palier de conscience avant, entre guillemets, avant toi.
et ça peut régulièrement s'inverser, tu peux redescendre, remonter, c'est la vie. Pas de plus, il y en a pas un qui a la palme du plus éveillé. C'est certainement pas mon propos. Voilà. Mais j'avais envie de te montrer ça parce que pour moi, ça a été important. Moi qui ai beaucoup de mal à lâcher les relations, ça a été vraiment important de conscientiser ce mécanisme-là. Et c'est un petit peu, je vais faire le parallèle, puisqu'il y a encore toute une série de personnes dans ma communauté qui sont concernées par le haut potentiel. Et quand on me dit, mais est-ce que tu peux être en relation avec quelqu'un qui n'a pas le même QI que toi? Alors oui, parce que bien sûr, tu peux être en relation. Le QI, l'intelligence, c'est une des facettes d'une personne et il y en a tellement d'autres sur lesquelles on peut rejoindre la personne. Mais néanmoins, ce qu'on se rend compte, c'est que pour que les échanges d'un point de vue intellectuel et dans la manière d'échanger soient riches, bah, l'idée, c'est qu'on soit quand même sur des paliers similaires. Et ce qu'on a pu constater, c'est que des personnes, donc il y a les fameux écarts types pardon, sur le QI. Euh, ce n'est pas une question d'être concerné par le haut potentiel ou pas. On pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui a un QI 120, qui n'est pas considéré comme le haut potentiel, ça vaut ce que ça vaut, parce que pour moi, c'est tellement plus complexe et riche que ça. Et quelqu'un qui a 135, l'écart type elle-même, c'est 15. Et donc, bien sûr que ça va passer sur ce plan. Enfin, ça pourrait passer. Après, il y a les centres d'intérêt, il y a l'intelligence émotionnelle, et plein de choses, évidemment. Mais et je dis ça, j'espère avec humilité, en tout cas, j'espère que c'est comme ça que je suis entendue, ou tu m'entends. Euh, il m'est parfois moins difficile de communiquer avec, je pense à une époque avec une aide ménagère qui venait chez moi, adorable, mais c'est juste que je n'arrivais pas à communiquer avec elle parce que je fais trop compliqué, tu vois. Et elle ne comprenait pas ce dont j'avais besoin. Et je me rendais bien compte qu'en termes de communication, purée, que c'était compliqué. Et j'essayais toujours de me dire, Nat, fais basique, fais basique, fais basique. Euh, voilà. Hein, et ça a été très frustrant pour moi de me rendre compte que j'arrivais pas à me mettre à son niveau. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que bon, apparemment, j'en étais pas capable avec cette personne. Et ça a pu se reproduire dans d'autres choses, à d'autres moments. Voilà. Même avec l'intention et une extrême bonne volonté, je n'y suis pas toujours parvenue. Et donc ça, c'est effectivement quand l'écart est très, très grand. Plus l'écart est grand, au moins c'est simple de pouvoir interagir, communiquer, se comprendre. Et donc là, on est vraiment connecté à notre impuissance puisque c'est de ça dont je parle dans cet épisode. Voilà. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion et des clés. Euh, mais je pense que la clé principale, c'est d'être très au clair avec le fait que tu rentres dans le triangle dramatique ou pas, et que tu laisses à l'autre sa responsabilité. Et donc, quand tu laisses sa responsabilité, tu lui permets de passer en autonomie. Et toi, de mettre de la conscience sur jusqu'où tu te sens impuissant et impuissante, et jusqu'où tu es à l'aise avec ça ou pas pour éclairer ta graine de connaissances. Voilà, voilà. Si tu as envie d'échanger sur des sujets comme ceux-là, je te rappelle un canal Telegram, donc l'application Telegram, et tu peux chercher Nathalie Alsten, Sacré Nana, et tu nous retrouveras, tu peux nous rejoindre de temps en temps. Je lance des mini-épisodes de podcast, alors ce pas des podcasts, mais une réflexion, et il y a la possibilité d'interagir, et c'est extrêmement riche, donc j'espère te y retrouver très prochainement, et puis je te dis à très bientôt.